asseoir et de mettre vos oreilles, parce que sinon vous n'allez pas nous entendre. Est-ce que tout le monde peut mettre ses casques et brancher les casques, sinon vous n'entendrez pas en fait. Mettre le casque. Est-ce que pour ceux qui ont les casques, vous nous entendez bien? Ok. Alors, juste, nous allons commencer ce débat. Il faut avoir un casque avec un récepteur. Je vais juste vous demander de conserver les casques pendant toute la durée du débat. Vous pouvez partir avec et les rapporter chez vous. En revanche, à la fin du débat, merci de laisser le récepteur noir sur le siège. Ne partez pas avec, ça ne sert à rien et il n'est valable que pour cette salle. Donc en fait, il faut le laisser à la fin. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Vive la technologie. Nous allons donc débattre aujourd'hui pendant trois quarts d'heure sur la thématique 5 critères pour décrypter l'investissement durable. Avec vous, Ludivine, je vais donc vous passer le micro et vous allez vous présenter. Avant, je commence par moi. Je suis Marie Pelfic, je suis journaliste et je vais animer ce débat. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Ludivine de Quincereau, je suis gérante de fonds et je suis responsable de l'ESG et l'analyse financière chez Rothschild & Co Asset Management Europe. On va peut-être commencer par la nouvelle réglementation. On va s'échanger le micro. On va s'échanger le micro. Là, vous m'entendez ou pas du tout? Ok. Tout le monde nous entend bien là? On va commencer peut-être par présenter ce sujet. Il y a une nouvelle réforme, une nouvelle réglementation qui va arriver et qui va être mise en place au 1er janvier. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus dans l'univers en fait de l'investissement durable, puisqu'elle va concerner spécifiquement cette gestion et cet univers? Oui. Alors, la réglementation à laquelle vous faites allusion, c'est la taxonomie, mais peut-être que je vais juste commencer par remettre en perspective dans quel contexte elle s'inscrit, parce qu'il faut juste avoir en tête qu'au niveau européen, il y a énormément de réglementations dont vous entendez beaucoup parler, SRD2, CSRD, SFDR, et la taxonomie à partir du 1er janvier 2022 qui va beaucoup nous animer. Et toute cette volonté d'avoir une réglementation, elle remonte à la COP21 en 2015, où, comme vous le savez, on a signé les accords de Paris avec un engagement de réduire le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici 2100 par rapport à l'ère pré-industrielle. Et suite à la COP21, l'Union européenne a vraiment voulu repenser la façon de positionner le rôle de la finance, essayer d'orienter les flux des investisseurs vers des actifs durables, limiter le greenwashing, demander aux sociétés de faire preuve de plus de transparence et d'intégrer les risques durables dans la manière dont elles se transformaient, et avec la finance qui est une courroie de transmission. Et c'est dans ce cadre-là que se met en place la réglementation. Alors, je vais peut-être attaquer directement par taxonomie. Taxonomie, vous allez beaucoup en entendre parler à partir du 1er janvier 2022 parce que les sociétés de gestion, elles vont être obligées de vous dire pour leurs produits article 9 et article 8 qui ont un biais environnemental, comment elles sont alignées durablement. L'objectif de la taxonomie, c'est définir un standard européen pour savoir si une activité économique est durable ou non durable. L'idée, c'est d'avoir un cadre harmonisé et compréhensible. La taxonomie, c'est un dictionnaire d'activités. Il y a plusieurs volumes. Donc, celle sur laquelle je vais me concentrer aujourd'hui, parce que c'est celle sur laquelle on a le plus d'informations, et encore, on en manque beaucoup, et c'est une partie du sujet, c'est la taxonomie environnementale. Mais on sait aussi qu'il y a une taxonomie sociale qui va être mise en place et qui est en train d'être revue actuellement. Donc la taxonomie environnementale, c'est un ensemble d'activités, une liste d'activités non exhaustives, en évolution permanente, qui doivent être des activités durables. Et à partir du moment où elles sont éligibles à être des activités durables, il y a un certain nombre de critères techniques, de seuils réglementaires qui définissent le niveau de durabilité. Alors, il y a 6 objectifs à la taxonomie. 2 aujourd'hui qui sont clairement définis, c'est l'adaptation au changement climatique, l'atténuation du changement climatique. Ces objectifs-là, ils ont été validés, ils entrent en vigueur au 1er janvier 2022. C'est sur ces objectifs-là que nous, sociétés de gestion, on va devoir communiquer. Mais dans la taxonomie environnementale, il y a 4 autres objectifs. Alors, je n'arrive jamais à retenir par cœur exactement comment ils sont formulés, mais ils concernent la pollution, la biodiversité, les ressources aquatiques et maritimes, et la circularité. Ou la pollution, je ne sais plus si j'en ai oublié un. Enfin, ces 4 autres, ils sont en cours d'étude et ils ne sont pas encore complètement validés. Alors, la difficulté de
pour le faire, soit on repose sur des prestataires de données. Et là aussi, on va avoir un sujet, c'est que les chiffres ne seront pas forcément comparables et calculés de la même manière, avec une information d'ailleurs qui n'est pas forcément disponible de la part des sociétés, d'un prestataire à l'autre. Donc ce qu'il faut se dire sur la taxonomie, comme pour beaucoup d'autres réglementations, c'est que c'est évidemment quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose qui vise à enclencher une dynamique pour permettre aux sociétés de mieux se positionner et d'avoir plus de transparence sur leur activité durable, d'éventuellement développer davantage des activités durables. On sait tous aujourd'hui, régulateurs, asset managers et sociétés, que c'est une donnée qui n'est pas encore complètement stable, complètement homogène et comparable, ce qui est souvent un sujet qu'on rencontre dans l'investissement responsable. Mais l'idée du régulateur qui est totalement conscient de ça, c'est de se dire, si j'attends que la donnée soit stable, je le fais dans 3-4 ans. Je veux enclencher la dynamique aujourd'hui, donc je force les sociétés de gestion et progressivement les sociétés à faire preuve de plus de transparence. Et puis, ça va maturer progressivement. Alors moi, le seul avertissement pour clôturer sur ce sujet-là, c'est que c'est une difficulté qu'on a souvent dans l'investissement responsable. Une fois encore, on va devoir accompagner les investisseurs, accompagner nos clients et faire preuve de pédagogie. Parce que de nouveau, je vais voir un chiffre taxonomie. Comment est-ce que je vais l'interpréter ? C'est normal qu'un fonds de santé aujourd'hui ait des chiffres taxonomie qui soient bas. C'est normal qu'un fonds immobilier ait des chiffres taxonomie qui soient plutôt élevés parce que c'est une activité qui, assez naturellement, est alignée. Mais même quand on va dans des degrés de granularité qui sont plus précis, quand je vais regarder un fonds climat, est-ce que le meilleur fonds climat, c'est celui qui a le chiffre taxonomie le plus élevé ? Si le but, c'est d'avoir le chiffre taxonomie le plus élevé, je mets forcément 100% de renouvelables. Mais aujourd'hui, sur la thématique du climat et du réchauffement climatique, si on veut vraiment avoir de l'impact, faire bouger les choses, est-ce que c'est en n'ayant que les meilleurs élèves de la classe qu'on fait vraiment bouger les choses ? Nous, on pense que non. Donc, il ne faudra pas forcément se dire le meilleur fonds, c'est celui qui a le chiffre le plus élevé. Et c'est pour ça que c'est toujours des concepts intéressants qui introduisent une dynamique, qui sont absolument indispensables pour faire évoluer les sociétés et les entreprises. Mais de nouveau, comme beaucoup de choses nouvelles, qui doivent gérer la crise de croissance et la gestion de la donnée. Merci pour ce rendez-vous, ce compte-rendu extrêmement clair. Je ne sais pas plus trop quoi vous poser comme question. Je vais quand même vous en poser une. Vous avez dit que, en fait, le critère principal, puisque la taxonomie découle de la COP 21, c'était le critère environnemental, puisqu'on parle beaucoup de ESG. Est-ce que pour faire de l'économie durable, ou en tout cas de la finance durable, puisque ce mot est à la mode, est-ce qu'il n'y a que l'environnement ? Je suis d'accord que l'environnement rentre dans ces critères-là, mais est-ce que vous, dans votre politique de gestion, vous réfléchissez pour l'avenir, puisque voilà, l'année prochaine, c'est dans un mois, non mais c'est vrai, est-ce que vous réfléchissez à d'autres critères, d'autres secteurs, d'autres thématiques ou d'autres stratégies qui, pour vous, représentent l'économie de demain, on va le dire comme ça, et donc la finance de demain ? Bien entendu, ce qui est sûr, c'est que l'investissement durable a d'abord commencé par tout ce qui est effectivement environnement. Il y a 5 ans ou 6 ans, quand on parlait d'intensité carbone, ce n'était pas encore quelque chose qui était extrêmement clair. Aujourd'hui, au moins, on a progressé, il y a de la maturité, il y a une donnée plus fiable, il peut y avoir différentes formules de calcul, les entreprises sont accoutumées à ce genre de données, et donc on arrive à parler sur des éléments qui sont des éléments plus tangibles. Mais nous, ce qu'on trouve intéressant, et c'est probablement d'ailleurs une des thématiques de 2021 post-Covid, c'est que le E, c'est important, mais le E, il ne peut pas être dissocié du pilier social. Et c'est vrai que le pilier S, dans l'investissement durable, ça a longtemps été un parent pauvre. Ça a été un parent pauvre parce qu'il y avait une moindre sensation d'urgence, comme l'urgence climatique. Il y avait moins de data, il y en a toujours assez peu, et il n'y avait pas de pression réglementaire. Et post-Covid, on voit bien quand même que dans la conscience des investisseurs et même des citoyens, le social, c'est devenu quand même beaucoup plus important. Vous devez le voir aussi dans l'offre des sociétés d'asset managers parce qu'il y a beaucoup de nouveaux fonds sociaux qui ont émergé cette année. Et nous, surtout, qui avons une thématique d'investissement chez Rothschild & Co, comme je le disais, ce qui est important pour nous dans la transformation, c'est d'accompagner l'ensemble des acteurs. Si je fais l'analogie avec une classe d'élèves que je vais développer, si on veut œuvrer pour le bien collectif, il ne faut pas tirer que les bons élèves. Il faut tirer l'ensemble de la classe. Sinon, l'impact est extrêmement limité. Et nous, on est présents sur tous les secteurs, y compris sur ceux qui sont controversés, comme les énergies fossiles, les matières premières, la construction, l'automobile. C'est des secteurs qui doivent se transformer.
en profondeur, qui doivent restructurer, fermer des activités, ce qui pose une question évidente et qui est complètement liée à l'environnement, c'est la reconversion des employés. Les gens dans des usines automobiles qui faisaient des moteurs thermiques, comment ils s'adaptent à la batterie électrique? Est-ce qu'on a besoin d'autant de ressources? Probablement pas. Quelles sont les formations? Et donc nous, on s'est intéressé à une thématique sociale qui est assez transverse dans l'ensemble de nos portefeuilles, qui est la thématique de la transition juste. On est d'ailleurs membre d'une coalition qui s'appelle la Coalition pour la transition juste, qui est menée par Finance for Tomorrow, qui est une initiative de place qui regroupe l'ensemble des acteurs de la place de Paris, publics et privés, pour œuvrer en faveur d'une finance plus responsable. Et la transition juste, c'est quoi? C'est que comment est-ce qu'on planifie, comment est-ce qu'on met en œuvre des moyens efficaces pour faire converger protection de l'environnement et protection sociale. Et ça, c'est des thématiques qui sont de plus en plus répandues et quand on échange avec les sociétés sur lesquelles elles sont de plus en plus challengées parce qu'on ne peut pas faire une révolution drastique sur l'environnement sans prendre en compte le social. Après, sur le social, nous, il y a une autre thématique qu'on a essayé de mettre en avant, qu'on remet en avant cette année. On avait, nous, un certain savoir-faire depuis 2015 avec un fonds qui était sur les valeurs humaines. En 2015, on avait ce fonds-là qui est issu d'une banque qui nous a rejoint, la banque Martin Morel, parce qu'il y avait des congrégations, certains institutionnels qui étaient intéressés par la thématique sociale, mais il n'y avait aucune offre à l'époque. Et ce fonds sur les valeurs humaines, il nous a permis d'acquérir un savoir-faire. Et post-Covid, et en 2021, on s'est dit, tiens, on a ce savoir-faire, le social, c'est important. Est-ce qu'on n'a pas envie de lui donner une nouvelle dimension avec une thématique peut-être plus ciblée, plus d'actualité, plus moderne, plus lisible aussi pour les investisseurs finaux. Et donc, on a rebaptisé ce fonds ARCO for Change, Inclusion et Handicap. Et l'idée aujourd'hui, c'est de se dire, finalement, comment dans la société, je rends le monde économique plus inclusif, j'inclus mieux les femmes, les communautés locales, la diversité, je limite les accidents au travail et j'essaye de faire un travail d'engagement et de fonds auprès des sociétés pour inclure les handicapés. Les handicapés, pour avoir juste quelques chiffres, 15% de la population mondiale est en situation de handicap visible ou pas visible. Souvent, le handicap, ça s'acquiert en cours de vie et effectivement, c'est des populations qui, post-Covid, ont été beaucoup plus fragilisées parce que souvent, c'est des populations qui sont en contrat court. Et là, c'est des questions qui nous challengent. Mais de nouveau, c'est un pilier qui est plus difficile à appréhender parce qu'il y a peu de données. Déjà sur les femmes, on essaye d'aller un peu plus loin que les boards parce que maintenant qu'il y a une réglementation, il commence à y avoir des femmes dans les boards, mais des femmes dans le top management, CEO, CFO, qui décident vraiment, il n'y en a pas encore tant que ça. Donc on s'est dit que le combat, on allait plutôt le mener sur cette thématique-là. Les politiques de diversité, les accidents. Est-ce que les accidents au travail, dans la manière dont les sociétés les comptabilisent aujourd'hui, c'est juste des accidents physiques? Comment est-ce qu'on prend en compte le burn-out, qui est quand même un phénomène de société? Et de ce point de vue-là, le traitement par les sociétés, il n'était pas du tout homogène. Et ça nous semble des thématiques très importantes, plus le handicap, où là, pour le coup, c'est un dialogue qualitatif avec les sociétés parce qu'il n'y a pas de données aujourd'hui, il n'y a pas de données homogènes, il n'y a pas de réglementation homogène entre les différents pays européens. Nous, on gère des fonds qui sont européens. Donc ça va être intéressant de voir comment ça progresse. C'est des politiques aussi en effet miroir qu'on va essayer d'appliquer chez nous. Et pour marquer typiquement un effet concret à cette stratégie qu'on essaye de mettre en place dans le domaine du social, parce qu'il faut aussi du concret dans l'investissement durable pour que ça parle aux investisseurs, on a conclu un partenariat avec une société qui s'appelle Café Joyeux, qui est une entreprise solidaire, qui a des cafés-restaurants avec des personnes en situation de handicap qui travaillent, qui a une activité de torréfaction également. Et donc, les gens qui investissent dans ce fonds bénéficient d'une part de partage dont l'intégralité des frais, hors frais administratifs, mais l'intégralité des frais financiers, est reversée. Et ça, c'est une manière concrète pour nous de marquer concrètement et d'apporter une pierre à l'édifice. Mais donc, pour moi, le social, c'est vraiment quelque chose qui va se développer avec une maturité qui a probablement 5, 7, 10 ans de retard par rapport à l'environnement. On va revenir, si vous le voulez bien, à la data, parce que j'ai quand même l'impression que c'est un peu le nerf de la guerre. Comment est-ce que moi, investisseur final, ou moi, conseiller en gestion de patrimoine, nos professionnels, qui a un certain nombre de clients qui me posent des questions sur justement la finance durable, l'économie durable, comment je peux savoir comment vous récoltez les datas, quelles datas sont plus ou moins importantes pour vous, ce que vous faites? Vous nous avez donné des exemples très précis, mais est-ce qu'on peut remonter encore un peu plus haut, c'est-à-dire au niveau de la collecte, comment vous faites? Parce que comme vous l'avez dit, le marché n'est pas complètement mature. Enfin, le marché des fournisseurs, en tout cas. Le marché n'est pas mûr du tout.
ils progressent plus sur certains types de données que d'autres. On a des données beaucoup plus fiables aujourd'hui pour effectivement l'environnement que le social. Mais enfin, on voit que pour la taxonomie, on n'est pas du tout au point aujourd'hui. Et c'est vrai que la data, même par rapport au monde financier dont beaucoup d'entre vous viennent, c'est un enjeu qui est absolument crucial. Alors, il y a différentes manières déjà de récolter la data brute. D'abord, c'est le travail des sociétés et l'investissement durable, c'est de la transparence. Donc, le premier lobbying et le premier progrès, c'est la transparence de la part des sociétés. Et moi, pour le coup, le premier bénéfice que je vois dans des roadshows par rapport à il y a 5 ans, où quand vous demandiez 3 data, on vous regardait en levant les sourcils et en disant vraiment, elle n'est pas au cœur du sujet. Aujourd'hui, il y a des progrès qui sont absolument phénoménaux pour les entreprises, avec évidemment des degrés de maturité différents. C'est plus vrai sur les large caps que sur les small caps. C'est plus vrai en Europe qu'aux États-Unis et que dans les pays émergents. Mais il y a quand même une tendance de fond qui fait qu'on a plus de transparence parce que la donnée la plus juste, c'est d'abord la donnée qui vient des entreprises, avec le bémol qu'il faut qu'elle soit évidemment un petit peu harmonisée, ce qui est un autre sujet. Après, pour une société comme la nôtre, avec notre ADN et nos ressources qui ne sont pas illimitées, la question c'est de savoir si la donnée la plus juste brute, elle vient des entreprises, est-ce que je la collecte à la mano sur tout ou est-ce que je me repose sur des prestataires ? Nous, on a choisi d'avoir une approche d'intégration ESG sur l'ensemble de nos fonds, l'ensemble de nos actifs, que ce soit les actions, les obligations. Donc, et on a une couverture mondiale. Donc, c'est totalement irréaliste de penser qu'avec les équipes qu'on a, on va collecter à la mano des données sur toutes les entreprises. Donc, nous, pour le coup, on a fait le choix d'avoir un prestataire principal qui s'appelle MSCI, qui a l'avantage d'avoir une couverture extrêmement large sur les actions, les obligations, qu'on complète par d'autres prestataires pour soit augmenter la couverture, soit nous donner des données plus spécifiques sur des thèmes peut-être un peu plus pointus, comme la biodiversité, les températures, qui devient une thématique qui est assez challengée et à la mode. Et nous, ça, c'est notre premier socle. Alors, il faut avoir quand même en tête qu'on a décidé de faire ça aussi parce qu'on s'est posé la question de construire un modèle propriétaire. Et on a décidé qu'on ne voulait pas être le énième modèle propriétaire, qu'on préférait concentrer notre ressource sur une couverture large, puis du qualitatif. Alors du qualitatif, pas sur tous nos univers d'investissement, parce qu'on peut avoir des univers d'investissement au niveau mondial avec 1000 valeurs. Donc on ne va pas à chaque fois qu'on a un univers différent collecter la data pour toutes les sociétés. Mais en revanche, dans le dialogue nourri qu'on a avec les entreprises, enrichir les données qu'on a. Et typiquement qu'on a une thématique très ciblée, je pense on a un fonds net zéro sur le equity, sur le fixed income. Là, c'est important d'avoir les derniers chiffres, les dernières stratégies. Et donc là, on y va de manière qualitative. Mais l'idée, c'est ce socle global, plus du travail qualitatif. Et puis après, sur la donnée, il y a 2 sujets. Il y a la donnée brute et après, il y a la méthodologie, soit des prestataires de données, soit des modèles internes qui ont beaucoup de sociétés de gestion et qui peuvent être de grande qualité. Le problème aujourd'hui, quand on compare l'environnement durable par rapport, par exemple, au monde obligataire, c'est que vous comparez les notations des agences obligataires, vous avez un taux de corrélation de 95%. Vous comparez aujourd'hui les notations entre les différents prestataires de données, les modèles propriétaires, on est autour de 65%. Donc en fait, vous pouvez avoir, parce que vous avez des approches différentes, des notes très différentes, ce qui est difficilement compréhensible, là aussi, pour l'investisseur final. Donc là aussi, un peu en écho à la première question qu'on avait, il y a toujours un travail de pédagogie. Mais aujourd'hui, nous, en tout cas, on ne regrette pas le choix qu'on a fait de ce prestataire de données qu'on complète de travail qualitatif, de pédagogie, parce qu'en plus, à un moment où quand même la matière évolue, donc il y a des débats sur l'intégration ESG, c'est quoi l'intégration ESG ? Au moins nous, on peut dire c'est une donnée qui est transparente, non manipulable. On la subit parfois, la notation, on n'est pas toujours d'accord. Donc quand on a certains fonds labellisés qui ont des méthodes de sélectivité avec des notes pivots, même si on pense que c'est mal noté par MSCI, on est contraint, mais au moins il n'y a pas de soupçon de manipulation. Et surtout, plus important que ça, et ça revient encore à la taxonomie, l'idée d'avoir un cadre durable, de l'homogénéité, de la comparabilité. De plus en plus, on a de demandes de l'ensemble de nos clients, que ce soit les institutionnels, les banques privées et la distribution, pour compiler les données qui viennent de leurs différents prestataires. Et avoir 50 modèles propriétaires, c'est difficile pour eux et ça peut avoir un certain côté black box. Et ils sont plutôt assez reconnaissants aujourd'hui de se dire qu'on utilise un prestataire de premier niveau qui est une référence internationale et ils comprennent la méthodologie.
moi j'ai compris que pour vous, il ne fallait pas faire de la finance durable en excluant des sociétés, puisque vous l'avez souligné tout à l'heure, dans vos fonds, vous avez des sociétés pétrolières, voilà, d'automobiles, etc. Comment est-ce que vous expliquez aux gens que, parce que dans la tête des gens, en gros, si on fait de la finance durable, il faut qu'on exclue et qu'on ait dans le portefeuille que des sociétés ultra valeureuses. Comment est-ce qu'on peut intégrer des sociétés qui ne sont pas ultra valeureuses, même si ce critère est très très subjectif, et comment est-ce que vous pensez, est-ce que vous pensez que ces entreprises-là, elles peuvent évoluer grâce justement à l'action des sociétés de gestion, comme vous et comme d'autres? Alors, déjà, juste pour rappel, on a un cadre groupe qui fait que sur des choses qui sont absolument incontestables, comme les principes fondamentaux, c'est-à-dire les droits de l'homme et le charbon, là, on a des exclusions groupe et on est totalement au standard de marché, il n'y a pas débat. Dans des fonds plus spécialisés, on peut mettre en place, juste pour fixer le cadre, des exclusions qui concernent la thématique qui est visée. Typiquement, sur notre fonds inclusion et handicap, on a aussi une sélectivité sur des sociétés qui ont des controverses sociales très sévères, parce que là, effectivement, ça ne nous paraît pas complètement cohérent avec la thématique qu'on traite. Dans certains fonds, on peut éliminer des armes conventionnelles ou autres, et puis on a des contraintes de label. Mais dans la philosophie, alors, je ne vais pas refaire la métaphore de la classe, mais nous, on veut avoir une approche non dogmatique et on pense que ce qui est le plus important dans l'investissement durable, ce n'est pas où on en est aujourd'hui, mais c'est la notion de trajectoire. Parce que ce dont on est tous conscients, et même après la COP26, qui a peut-être été un peu décevante dans ses résultats, c'est que de toute façon, il faut s'améliorer. Si on ne fait rien, on est sur une trajectoire de température à 2,7. Si on fait des choses, on peut avoir l'ambition d'être plutôt autour de 1,5, qui est le nouveau standard par rapport aux 2. Et du coup, nous, on veut pouvoir être présent évidemment sur les champions de l'ESG qui ont des avantages concurrentiels importants, qui se payent avec des primes de valorisation en bourse, comme les renouvelables et qui pour le commun des mortels sont les valeurs vertes. Mais on se dit que si on veut aussi avoir un effet et un impact durable fort, il faut qu'on soit capable d'avoir des transformations fortes dans nos portefeuilles de secteurs fortement émetteurs aujourd'hui. Et des secteurs fortement émetteurs, c'est les énergies fossiles qui pour beaucoup d'investisseurs peut paraître un gros mot aujourd'hui. Et moi, je m'inscris en faux contre le fait que ça puisse être assimilé à du greenwashing, puisque effectivement, on ne prend pas toutes les sociétés, mais on les accompagne. On essaye de faire valider par des prestataires externes la crédibilité de leur trajectoire. Et ça, c'est vrai pour les énergies fossiles qui sont souvent l'épouvantail qu'on nous adresse, mais c'est vrai aussi pour la construction de l'automobile, les matières premières et les services publics. Et ces sociétés-là, elles sont pénalisées par des pans de leurs activités. Elles sont obligées aujourd'hui de repenser complètement leur business model. Quand on regarde l'automobile ou les énergies fossiles, leurs investissements aujourd'hui vont devoir être très massifs. Mais en même temps, elles sont obligées aussi de le faire d'un point de vue même business model, parce que les autres activités, en fait, elles se traitent aujourd'hui avec des décotes très importantes. Elles ne sont plus valorisées par les investisseurs puisqu'ils se disent qu'elles n'ont plus aucune valeur. Et donc, si elles arrivent à se transformer, elles vont avoir une part de leur business model qui va être beaucoup plus important pour les énergies renouvelables, par exemple, pour les grands acteurs des énergies fossiles, et elles vont aussi bénéficier de primes de valorisation plus importantes. Donc nous, on veut vraiment avoir cette double approche, et de nouveau, j'insiste, avec ce qui est important dans l'investissement durable, ce n'est pas la situation d'aujourd'hui, mais c'est la trajectoire, c'est l'amélioration. Mais évidemment, quand on est avec ces acteurs-là, ça veut dire qu'au-delà de l'analyse qu'on fait, du dialogue, c'est intéressant aussi de participer à des initiatives de place. C'est pour ça qu'on est depuis quelques années dans une initiative de place qui s'appelle Climate 100+, qui regroupe finalement, je crois que c'est plus de 500 investisseurs et beaucoup d'actifs pour pouvoir peser, et qui s'adresse à avoir un dialogue très ciblé avec des benchmarks pour les secteurs les plus polluants, comme notamment la construction, les utilities, les matières premières. Cette année, on a participé au groupe de travail de l'AFG sur les énergies fossiles pour justement essayer de dire que la solution, ce n'était pas forcément le toute exclusion, parce qu'après, on aboutit assez facilement à des raisonnements binaires entre l'énergie conventionnelle, non conventionnelle. On peut faire du conventionnel et le faire salement aussi. Donc le débat est toujours beaucoup plus subtil que ça, mais essayer de comprendre comment on pouvait les accompagner. Une autre manière d'illustrer ce travail qu'on fait avec eux, nous, on a un fonds aujourd'hui, Net Zéro, qui est un thème dont vous entendez parler un petit peu partout dans la presse. Et c'est vrai que pour essayer de valider la trajectoire de ces secteurs dits de transition, du coup, on a aussi recours à un prestataire, pas un prestataire, à une organisation externe qui est reconnue, qui s'appelle les SBTI, la Science Based Target Initiative, toujours dans le souci de se dire,
Quand une société me dit j'ai cette trajectoire de réduction sur ce scope-là, sur cette zone géographique-là, comment moi, investisseur final, finalement, elle ne me pipote pas un peu. Et en fait, l'avantage de cette initiative, c'est qu'elle a établi une méthodologie propre à chaque secteur, en partenariat avec les acteurs du secteur, pour définir si on pouvait vraiment dire qu'il y avait un alignement sur une trajectoire de 1,5 degré. Tous les secteurs aujourd'hui sont couverts. Les énergies fossiles, effectivement, c'est un sujet, parce que ce n'est pas encore complètement finalisé, parce que, évidemment, c'est plus complexe que pour d'autres. Mais pour finalement valider de la crédibilité du travail et de l'accompagnement qu'on fait avec les sociétés et des sociétés qu'on choisit, typiquement dans ce fonds-là, on s'est dit à horizon 2030, bien avant les 2050, on aura au moins 90% des sociétés de notre portefeuille qui appartiennent à l'ensemble des secteurs et à ces secteurs-là, qui auront leurs objectifs validés par les SBTI. Merci. Vous nous avez parlé tout à l'heure de greenwashing. Est-ce que vous avez un avis sur les nombreux labels qui se créent? Parce que vous avez dit qu'on est sur la bonne trajectoire. C'est vrai, par rapport à il y a 5 ans, c'est même le jour et la nuit. Mais là, ces 2 dernières années, on a un peu l'impression, vu de l'extérieur, que c'est un peu la course au label pour montrer qu'on a un fonds qui est vert, vertueux, valeureux, etc. C'est pour vous, ça participe aussi à la bonne trajectoire ou alors pas vraiment, ou alors il faudrait essayer d'harmoniser les labels, ou c'est déjà une réflexion qui est dans la place pour l'avenir de ces labels? Alors, je pense que c'est une réflexion qui est dans la place, et j'allais dire de façon très microéconomique. Chez nous, on a un groupe de travail sur savoir finalement quel est le bon label au sens large du label pour que finalement les investisseurs comprennent ce qu'ils achètent et un gage de crédibilité. Est-ce que c'est la réglementation SFDR? Est-ce que c'est le label ISR? Est-ce que c'est le label Belge Towards Sustainability? Ou est-ce que c'est d'autres critères? Bon, évidemment, la réponse, elle n'existe pas aujourd'hui, et on est en plein dans la crise de croissance d'une industrie. J'allais dire, je vais commencer par la réglementation avant de commencer par le label. Parce que, en fait, la crise des labels, elle vient aussi du fait, pour moi, que la réglementation, elle n'a pas encore rempli son rôle. L'ensemble des sociétés de gestion, elles ont été très mobilisées cette année par la mise en place de la réglementation SFDR. La réglementation SFDR, c'est un terme un peu barbare, mais l'idée, elle était assez simple au départ, c'est de se dire les investisseurs, ils sont confrontés à une offre de produits qui est complètement pléthorique, et en fait, ils n'ont aucune idée de savoir s'ils achètent un fonds qui est vraiment durable, pas durable, si c'est du bullshit ou pas du bullshit. Et effectivement, en Europe, on a toujours, au niveau politique, économique et réglementaire, le même sujet, c'est qu'on est un ensemble de pays et qu'on n'est pas toujours d'accord sur les règles à mettre en place. Donc l'idée, c'était de se dire au moins, on aura 3 catégories de produits, je vais simplifier à outrance. Les produits catégorie article 6, c'est des produits pas durables. Les produits article 8, c'est des produits durables entre le vert clair et le vert intermédiaire. Et les produits article 9, c'est des produits vraiment vert foncé. Et je suis sûre qu'ils sont vraiment durables. Alors aujourd'hui, les produits sur lesquels il n'y a pas de doute, c'est les produits article 9. Mais ça représente moins de 4% du marché. Les produits article 8, qui sont aujourd'hui à peu près 30-32% du marché, c'est en train de progresser. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est un énorme fourre-tout. Donc, vous pouvez avoir dedans des produits qui sont extrêmement exigeants, et déjà en termes de label, et en termes de process, et en termes de thématiques. Et puis, vous pouvez avoir des produits qui ont seulement quelques critères d'intégration ESG, comme des exclusions ou une notation. Et du coup, cette catégorie, et le marché a tiré assez bas dans la manière dont les sociétés de gestion se sont positionnées, elle n'a plus beaucoup de crédibilité aujourd'hui. Et c'est très frustrant pour une société de gestion, parce qu'en termes de bande passante, le temps que ça nous a pris de mettre en place cette année des processus qualitatifs pour expliquer comment étaient positionnés nos produits, finalement, on voit bien qu'en termes d'impact client, à part l'article 9, pour lequel ça parle, ça n'en a aucun, et il n'y a encore aucune crédibilité. Et du coup, ça explique pourquoi les labels continue à avoir une croissance spectaculaire. Je n'ai plus exactement les chiffres en tête, parce que effectivement, là, ce sont des cadres connus, identifiés, et les investisseurs se disent, là, au moins, j'ai une caution, je ne vends pas un fonds qui fait du greenwashing. Alors, la difficulté, nous, on a 2 labels qu'on développe chez nous, qui sont le label français, qui est le label ISR, le label belge, qui est le label Towards Sustainability. C'est que, évidemment, comme toujours en Europe, ce n'est pas les mêmes règles. En français, le label français, il est plus quantitatif. Le label belge, il repose plus sur un système d'exclusion avec beaucoup d'engagement sur certains secteurs, justement comme les énergies fossiles et comme les utilities. Et puis après, il y a beaucoup d'engagement, beaucoup de qualitatifs.
Mais finalement, nous, on se retrouve et les clients de la même façon, et c'est des dialogues qu'on a d'ailleurs avec les commerciaux. C'est pour ça que votre question, on se la pose en interne et on se demande comment y répondre. Est-ce que en fait, il faut que j'ai l'un, l'autre, les deux, après j'accumule des contraintes, et est-ce que ça suffit pour que le client soit content? Et en fait, j'allais dire, si je pousse le raisonnement un peu plus loin, qu'en plus, il y a toute une partie aussi de la clientèle, de gens très avertis, qui, eux, veulent se faire aussi leurs propres idées sur un process indépendamment des labels. Donc nous, il faut qu'on soit extrêmement vigilants, on ne va pas accumuler les contraintes, parce qu'après, on ne gère plus non plus et on perd notre flexibilité de gestion. Et il ne faut quand même pas oublier que nous, notre volonté pour intégrer l'investissement durable, c'est de dire, ma vocation, c'est de créer de la valeur, intégrer les critères durables, ça me permet de mieux comprendre le marché, c'est une source d'opportunités supplémentaires, mais ça ne doit pas être qu'une succession de contraintes. Donc aujourd'hui, on est en plein là-dedans. Il n'y a pas de réponse évidente. La réponse, et c'est les questions de nouveau qu'on se pose, elle est peut-être par cible de clientèle aujourd'hui. Alors, alors par marché peut-être, par type de clientèle. Après, on peut peut-être avoir un facteur d'espoir. C'est une discussion qu'on avait au déjeuner de travail hier. C'est qu'à partir d'août 2022, les clients finaux, avec la révision de la MIF, ils vont devoir exprimer leur préférence durable quand ils choisiront leurs produits. Alors évidemment, comme toujours, au niveau européen, il va y avoir un fichier qui va circuler entre les distributeurs et les fournisseurs. Le débat aujourd'hui entre les Français et les Allemands, c'est de savoir s'il y aura 50 critères ou 600. C'est sûr que s'il y en a 600, ça n'aide pas à la lisibilité. Dans un premier temps, la première question qu'on se pose, c'est comment chacun va définir ce qu'est un produit durable ou pas durable. Là aussi, je pense qu'il ne va pas y avoir tout de suite d'harmonisation. Mais peut-être que si on se projette un peu plus loin, à l'épreuve des faits, ça permettra quand même d'avoir un peu d'homogénéisation et de standardisation qui permettra là, enfin, d'avoir un cadre où on sait comment positionner nos produits. Mais de nouveau, c'est comme toutes les questions que vous m'avez posées depuis le début, la crise de croissance, elle s'accompagne d'un certain nombre de tâtonnements et de maturité du marché. On avance en marchant. Et j'ai juste une petite question pour compléter ça. Vous avez dit tout à l'heure que moins de 4% du marché avait des fonds vert foncé. Est-ce que ça a un sens? Moi, c'est une question que je me pose et qui m'est posée parfois, que 100% du marché soit vert foncé. Alors, moi, je pense que non. Et en plus, il faut être assez prudent sur l'article 9. C'est-à-dire que même nous, si je prends notre exemple, en mars 2021, quand on a dû faire nos déclarations d'intention sur les articles 8 et les articles 9, on en avait mis un seul en 9 parce que vraiment, c'était un fonds impact avec un processus incontestable et on avait eu une approche très prudente. Et on avait mis plein de fonds qui étaient déjà labellisés avec des processus très poussés en article 8 et qui pour moi sont des fonds qui sont déjà très verts. Donc après, la notion du très vert, il y a une part de subjectivité. D'ailleurs, aujourd'hui, on est en train d'augmenter la part des produits article 9 puisqu'on se cale avec le marché et en fait, on se dit qu'on a le process suffisant pour le justifier. Après, non, tous les produits, je pense, n'ont pas vocation à être extrêmement verts. Mais après, tout dépend de la définition de ce qu'on appelle vert. Et c'est pour ça que j'allais dire, chez nous, ce qui est important, c'est qu'on a une gamme dédiée avec des thématiques extrêmement poussées sur l'inclusion et le handicap, comme je vous en parlais, le net zéro, les green bonds, entre autres, et puis on va en lancer d'autres sur des thématiques spécifiques. Mais peut-être que ce qui est le plus important, c'est que dans l'ensemble de notre gamme, on essaye d'intégrer les critères, enfin on n'essaye pas, on intègre les critères ESG, parce qu'on pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer dans la lecture du prix de marché, et que pour créer de la valeur, pour générer de la performance, ce sont des choses que vous voyez immédiatement dans la valorisation de vos acteurs. De nouveau, le secteur de l'énergie, vu le niveau de prix du baril aujourd'hui, vu le niveau de cash flow, vu le niveau de dividendes, il devrait se payer sur des multiples beaucoup plus élevés. Et dans d'autres cycles, il se serait payé déjà plus rapidement sur des multiples plus élevés. Si ce n'est pas le cas aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une interrogation du marché sur sa capacité à se transformer suffisamment de façon suffisamment rentable et efficace. Et d'ailleurs, c'est là où il faut aussi être pragmatique. Il faut que ça soit une évolution et pas une révolution. Si on fait la révolution tout de suite, on n'a plus d'électricité demain non plus. Je caricature un peu, mais il faut quand même remettre l'église au milieu du village à certains moments. Donc oui, il faut avoir de la place pour avoir, j'allais dire, toute une typologie de fonds. Et d'ailleurs, l'idée de SFDR au départ, peut-être qu'il va y avoir de la maturité, elle n'était pas idiote, d'être du vert très pâle au vert foncé. Mais le problème, c'est que ce n'est pas encore lisible par le client. Et le sujet, c'est vraiment cette recherche d'un cadre qui soit commun pour qu'il n'y ait pas toujours le doute de se dire est-ce que
j'achète un vrai fonds durable, un faux fonds durable, et qu'est-ce que j'achète? Et c'est une question très légitime aujourd'hui. Vous avez parlé, enfin on a parlé du fonds vert, enfin on va les dire fonds vert, donc tout ce qui est critère environnemental. Vous nous avez démontré que le critère social avait un impact très important dans votre gestion, en tout cas c'était quelque chose que vous regardiez. Est-ce qu'il y a d'autres thématiques, je sais pas, qu'est-ce que vous pensez de la silver economy, qu'est-ce que vous pensez d'autres choses qui sont, est-ce qu'on peut faire de la silver economy et de la finance durable par exemple, ou pas du tout? Ou de la tech et de la finance durable, ou vous voyez, certaines thématiques de gestion qui ressortent régulièrement, possibles, intéressants, intelligents ou idiots comme question? Non, alors en ce moment, ce qui est assez amusant dans la façon dont évolue le marché, c'est qu'on se rend compte que souvent les thématiques ESG ou les thématiques durables, elles sont plus souvent compréhensibles quand elles sont sur une thématique ciblée que quand elles ont un cadre plus généraliste. Donc, ça peut être intéressant de faire de l'ESG sur beaucoup de thématiques. Et hier, je n'ai pas creusé tous les sujets, je ne suis pas spécialiste de tous les sujets, mais il y avait quelqu'un dans l'équipe qui nous forwardait une thématique sur les semi-conducteurs qui, typiquement, pourrait être une thématique ESG extrêmement intéressante à développer. La Silver Economy, nous, on a un fonds Silver Age chez nous sur cette thématique-là qu'on n'avait pas forcément au départ axé là-dessus. Et c'est une question, effectivement, qu'on pourrait se poser. Ce qu'il faut, c'est de ne pas céder à la facilité de rebrander un fonds qui faisait complètement autre chose en disant il est ESG en même temps. Et là, pour le coup, on n'est pas loin du greenwashing. Donc, de toute façon, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Après, si je replace le débat dans le cadre d'une maison comme la nôtre, nous, on ne peut pas tout faire. Donc, notre souci, c'est de choisir quelques combats sur quelques thématiques qu'on trouve intéressantes. Nous, typiquement, il y a une thématique qu'on a envie de creuser aujourd'hui dans les thématiques pures qui ont du sens du point de vue de l'investissement durable, c'est la thématique de l'immobilier. Parce que là, pour le coup, pour des bonnes raisons, il y a un alignement avec la taxonomie qui est important. Il y a des thèmes durables qui sont assez évidents. Il y a une très bonne connaissance des entreprises qu'on a. Donc là, on se dit, c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à leverager. Et il y a des boîtes qui sont leaders en France, en tout cas. Est-ce que quelqu'un, parce que l'heure tourne, je vois, c'est un débat très intéressant avec une intervenante passionnée. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Alors, monsieur d'abord et vous ensuite. Oui, vous avez évoqué le social tout à l'heure, c'est important dans votre démarche. Comment vous coordonnez ça avec, par exemple, une approche sur un nombre de pays? Typiquement, vous pouvez évoquer la Chine, les droits individuels, les droits sociaux, c'est pas nécessairement lié à la santé. Alors, dans cette démarche d'accompagnement ou d'exclusion, vous vous situez où en fait? Je vais juste répéter la question pour la captation parce qu'on ne vous a pas entendu. Vous avez évoqué tout à l'heure le critère social. Comment vous faites pour traiter certains pays comme la Chine, par exemple, avec des types sur les droits de l'homme, etc., etc. Alors, premièrement, nous, on a essentiellement on a d'abord une gestion qui est essentiellement européenne, mondiale. Bon, la Chine, ce n'est pas le cœur de l'activité et évidemment, c'est une région qui est beaucoup plus difficile de ce point de vue-là. On a un fonds néanmoins qui est un fonds qui s'appelle Arco for Change Global Equity, qui est un fonds labellisé, qui est un fonds qui a vocation d'ailleurs à devenir article 9, qui a de la Chine au sein de son portefeuille parce qu'il est géré par une équipe de gestion qui a une très bonne connaissance de ces sociétés-là, de cette zone géographique-là. Alors déjà, un moyen d'éviter un certain nombre de travers catastrophiques, c'est quand même les exclusions typiquement sur les principes fondamentaux ou sur la politique charbon qui déjà nous enlèvent des sociétés qui, de façon évidentes, sont quand même trop loin de standards qui sont acceptables. Après, la difficulté avec les sociétés chinoises, c'est la data, c'est qu'elles sont quand même moins en avance que ne le sont les sociétés européennes et les sociétés américaines, et on sait que la transparence, ça va avec une bonne évaluation du caractère durable, la capacité à accompagner un dialogue, donc c'est évidemment un frein. L'avantage dans ce fonds-là, c'est qu'il y a certaines sociétés qu'on connaît bien et qui passent ces grilles-là. Et donc, la solution là-dedans, c'est vraiment de les connaître et c'est vraiment l'engagement, l'idée d'avoir éventuellement des plans d'étape pour voir toujours cette notion de trajectoire et d'amélioration, mais en ayant quand même une certaine vigilance au départ sur typiquement des principes sociaux ou environnementaux qui ne sont pas acceptables. Et c'est de ce point de vue-là, j'allais dire, que pour nous, les exclusions, elles peuvent être utiles parce qu'elles évitent d'intégrer un acteur qui n'a aucune place dans ce genre de portefeuille. Mais évidemment, la maturité là-dessus, on est encore très loin de ce qu'on a en Europe, mais je pense que c'est un élément très intéressant parce que c'est des acteurs qu'il faudra accompagner sur l'environnement et sur le social qui ont un poids important au niveau mondial, donc on ne peut pas s'en passer.
Donc, je ne sais pas si je peux vous répondre tellement plus que ça, mais c'est comme ça avec beaucoup d'humilité, parce qu'il faut être quand même très humble dans la façon de décliner l'investissement responsable qu'on essaye de l'aborder. Monsieur au premier rang, vous aviez une question ? Alors, là, vous parlez de prix. Quand on a deux fonds, donc article 8 et article 9, donc un fonds ESG, un fonds à impact, est-ce que le fonds article 9 doit mieux rémunérer l'investisseur que, ou pas, oui, enfin c'est la question. Doit-il ou non mieux rémunérer l'investisseur ? Ouais. Alors, c'est une question qui n'est pas forcément évidente, mais en tout cas, moi, c'est une question qui est intéressante et qui me fait plaisir parce que d'habitude, je suis en train de me battre sur l'intérêt de l'ESG parce que souvent, j'entends des pushbacks me disant de toute façon, l'ESG, ça ne performe pas. Là, votre question, elle est plutôt presque un peu tournée dans l'autre sens. Et d'ailleurs, souvent, je me bats en disant ESG, pour moi, il n'y a pas de valeur ESG. Quand on dit ça, c'est qu'on pense qu'à certaines thématiques très ciblées. Et donc, effectivement, 2020, on disait l'ESG a bien résisté parce que les valeurs de renouvelables ont bien performé. Elles se sont crashées au premier trimestre de 2021 et c'est très réducteur. Donc, pour moi, ça s'inscrit dans un débat plus global, c'est-à-dire que toutes les valeurs sont ESG et donc parce que c'est à partir du moment où on intègre des critères et on les accompagne, et donc il n'y a pas de raison que les performances d'un fonds durable ou d'un fonds moins durable soient très différentes. En fait, pour moi, c'est plus une question pour la différence de performance, elle se fera plus sur la thématique qui est dans le fonds au moment où on l'exploite que sur le fait que ça soit un fonds article 9, article 8 ou un fonds à impact. Parce que dans une certaine mesure, le process de gestion sera un petit peu différent. Il y aura peut-être un peu plus d'exclusion, mais il n'y a pas de raison qu'ils performent beaucoup moins ou beaucoup plus. Pour moi, de ce point de vue-là, il n'y a pas de différenciation. Mais déjà, si on a fait le chemin, qui est un chemin que vous semblez avoir fait, de se dire qu'intégrer de l'ESG dans un portefeuille, ce n'est pas détracteur de performance, c'est absolument énorme parce qu'il y a encore un effort de pédagogie important à faire sur le marché sur ce sujet-là. Après, du coup, vous parliez des rendements et de la tarification. Bon, pour le coup, je ne suis pas sûre que nous, on ferait une distinction si forte là-dessus non plus si on va au bout de l'exercice. Aujourd'hui, en tout cas. Une autre question ? Non ? Plus de questions ? Alors, il est 13h50. Je crois que... Est-ce que vous voulez... je vais vous laisser le micro pour le mot de la fin quand même, pour que vous puissiez conclure ce débat. Merci beaucoup en tout cas d'être resté. Après le mot de la fin, n'oubliez pas de laisser vos petits boîtiers noirs sur les chaises. Merci. En tout cas, merci à tous. Et peut-être qu'on va finir avec la question de monsieur. Si on peut penser qu'intégrer des critères de durabilité à la gestion, c'est créateur de valeur et source d'opportunités et pas simplement une contrainte, déjà, c'est un énorme pas qu'on aura franchi. Merci beaucoup. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir les poser à notre intervenante. Merci d'être resté, merci d'avoir assisté à ce débat.